Connu les combinaisons des quarts de finale des coupes européennes en Ligue des Champions, retrouvailles entre Bianconeri et Merengue, acteurs de la finale de la saison passée, affiche Liverpool City à l'allure d'un choc de première ligue anglaise. En Europa League, Arsenal hérite du CSK Moscou et l'Olympique de Marseille défie Leipzig. Toutes les affiches dans la première partie. La deuxième est réservée aux majeurs où Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo ou encore Mauro Icardi se sont offerts des quadruplés dans leur championnat respectifs. En Bundesliga, coup de frein du Bayern qui voit son sacre retardé. L'Olympico en France émaillé de chauffourée à la fin en Ligue 1 Conforama. Série de matchs amicaux sur le vieux continent dont un fumant Portugal-Égypte, France-Colombie ou encore Argentine-Italie ou Allemagne-Espagne. Et nous parlons également d'autres rubriques dans cette émission. Thèmes sportifs et questions des auditeurs. Et pour en discuter de tous ces sujets autour de moi, dans le studio Messanyamé, ils sont tous présents. Franck Lunyama, bonjour, bienvenue. Bonjour Aurel, bonjour à toutes et à tous. Comment vous portez-vous? On rend grâce, ça va. Ça va bien. Oui. Ravi de vous retrouver. C'est le plaisir partagé. Juste à votre droite, c'est Ezekiel Ayataï. Bonjour Ezekiel. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Le vendredi, ça se passe bien? Oui, ça va. En face de vous, elle, c'est Fifi Assobavi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour les confrères autour de la table, les spécialistes autour de la table. Je salue les auditrices et les auditeurs de cette émission. Good morning Armel. Morning Angelo. Comment tu vas? Je vais très bien. Roméo Yetor, il est out pour aujourd'hui. Nous saluons également la présence de Elom Adovon qui assure la vidéo de cette émission que vous pouvez suivre sur radiosportfmtg.com. Bonjour à vous tous. Vous êtes des milliers à nous suivre tous les vendredis. Mise en onde de cette émission, Théo à Javon. Je suis Angelo Folikwe. Plateau Foot Europe, c'est parti. Et nous parlons du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue européenne des champions. C'était il y a une semaine à Nyon en France avec la complicité d'Andrei Shevchenko, un ancien du Milan aussi qui a quand même eu la main lourde. On peut dire par endroit, la main également plus ou moins lourde d'un autre côté. D'abord, nous commençons avec ces matchs du 3 avril prochain. Le FC Séville, Franck Lunyama, qui sera face à l'ogre bavarois. Oui, je pense que c'est un match intéressant. Lorsqu'on a fait le tirage au sort du dernier tour avant les quarts de finale, tout le monde disait que c'en était fini pour le Football Club Séville et que cette équipe espagnole qui a gagné à plusieurs reprises la Ligue Europa ne faisait pas le poids devant les Red Devils. Mais sur les deux matchs, on a vu que c'est une équipe qui a véritablement accroché, qui a produit du jeu, qui a embêté forcément José Mourinho et ses hommes. Mais la suite, vous la connaissez avec ces deux buts de Wissam Ben Yedder qui renvoie Manchester United à la maison. Donc, on va dire que sur le papier, le Bayern est largement au-dessus de cette équipe. Maintenant, nous sommes en football, tout peut se passer et cette équipe pourrait avoir des arguments. Le fait de pouvoir se qualifier devant Manchester United peut donner des arguments, peut donner, on va dire, des envies de pouvoir encore surprendre, de pouvoir encore renvoyer les Bavarois à la maison, qui sait. Le Bayern doit se méfier du FC Séville. Lui, il doit se méfier du FC Séville, surtout par rapport à ce que FC Séville a fait face à Manchester en huitième de finale. C'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément, qu'on n'attendait pas du tout et qu'on a vu qui a surpris agréablement tout le monde. Maintenant, la petite vient en mangeant. Maintenant, je crois que cette équipe espagnole va vouloir vouloir damer le pion au Bayern, mais en même temps je me dis que ce serait un peu compliqué et le Bayern doit faire extrêmement attention, mais le Bayern pour moi pas favori dans cette confrontation. Et vous voulez ajouter quelque chose avant de passer à notre affiche, Ezekiel? Oui, c'est pour dire que la pression est du côté des Bavarois parce que les Sévillans, comme l'a dit d'ailleurs leur coach, arriver déjà à ce niveau de la compétition est une satisfaction. Donc le reste, ce sera du bonus. Comme on le dit souvent. Ce qui veut dire que les Sévillans n'auront pas de pression, les Sévillans vont jouer. Si le FC Séville perd, c'est pas grave. Mais ça veut dire que c'est une équipe qui n'aura pas de complexe face aux Bavarois. Donc c'est peut-être ce qui jouera en faveur du FC Séville. Ce sera peut-être aux Bavarois de faire le jeu. Mais le FC Séville nous a montré
que c'est une équipe qui sait manier le ballon, qui sait subir et posséder par des comptes, se protéger, se projeter rapidement vers l'avant. Donc forcément, les Bavarois vont vouloir posséder la balle, mais attention au contre sévillan. Donc je crois que le FC Séville a toutes ses chances, même si le Bayern part largement favori. Oui, la mauvaise nouvelle quand même pour Séville, c'est que maintenant tout le monde sait de quoi elle est capable, cette équipe. Et donc on ne va pas la prendre de haut. On va justement être très sérieux avec cette équipe-là. Et sachant le Bayern sérieux, on sait ce que ça veut dire. C'est des 6-0, 7-0, même si on ne l'espère pas pour les Espagnols. Et vous gardez la main, on va quand même nous intéresser à cette grosse affiche Real Madrid face à la Juventus. Est-ce un bon tirage pour le Real ou un mauvais tirage pour la Juventus? Il n'y a pas de bon tirage pour le Real. Le Real... à force de me répéter, respire cette compétition, elle a un mental de fer. Moi, je crois même que le Real a un léger avance, en tout cas sur cette équipe italienne. Même si on estime... niveau déjà au niveau mental, parce que il faut se rappeler de cette finale-là, même si c'était ne serait-ce qu'une manche allée, le Real a clairement pris les devants. Quand on sait à quel point on a loué cette équipe italienne, on a dit qu'elle était tellement équilibrée, la défense, le milieu, l'attaque aussi. Les statistiques bien sûr, et justement c'est ce qui fait la force du Real de pouvoir briser toutes ces statistiques-là. Même si là on a quand même une opportunité de voir et un match aller et un match retour sur lesquels la Juve garde pleinement toutes ses chances. Et Franck Lunyama, Juventus Real Madrid, c'est du remake, hein? Oui, on se rappelle tout de suite de la dernière finale qui a vu le Real gagner pour, on va dire, la 12e fois cette compétition et a réussi le doublé, ce qu'aucun club n'a réussi à faire depuis la nouvelle formule de la Ligue européenne des champions. Donc, je pense que comme Armel vient de le dire, le Real a une certaine avance sur cette équipe. Elle sera psychologique d'abord. Et puis, voilà, cette équipe va se dire, on l'a déjà fait, pourquoi pas à rééditer, on va dire, je ne veux pas parler d'espoir, une victoire sur cette équipe. Maintenant, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Vous êtes d'accord avec moi que la Juve, depuis, certainement, n'a pas digéré cette défaite humiliante parce qu'on avait parlé de la meilleure défense. On a vu un bon but de Mandzukic, mais ça n'a pas suffi. Elle n'a jamais encaissé ou bien elle l'a fait difficilement, mais en finale, elle en a pris 4. Donc, ça veut dire que c'est une défaite qui leur est restée dans un coin de la tête. Et par rapport à ce quart de finale, je crois que le Real doit bien se tenir. Maintenant, c'est le champion en titre. Ils ont tout l'avantage avec eux et on verra bien ce que ça va donner. Fifi, votre avis sur cette affiche-là, Real-Juventus? Moi, je dis que c'est un match ouvert, parce que c'est vrai que le Real est revenu de très loin en écartant le Paris Saint-Germain, mais tout le monde disait que le Real était un peu au-dessus du Paris Saint-Germain avant cette rencontre. C'est vrai que depuis le début de la saison... Vous aussi, vous le pensiez quand même? Oui, je le pensais. C'est vrai que depuis le début de la saison, le Real ne va pas très fort en championnat. Donc, pour moi, aujourd'hui, vu le parcours des deux copes depuis le début du championnat et le parcours en Ligue des Champions, moi, je me dis que c'est un match ouvert. Et ce sera difficile aujourd'hui de déterminer qui va remporter la victoire dans cette rencontre. Maintenant, peut-être si on prend le passé, ce qui s'est passé la saison dernière avec une victoire éclatante du Real en finale face à ce club, c'est peut-être le point sur lequel on peut se dire que le Real a quand même un petit peu d'avance sur Juventus, mais pour moi le match reste ouvert. Ezekiel, vous qui patronnez souvent cette Serie A italienne, est-ce que du côté de l'Italie, c'est un bon tirage pour les Bianconeri? Je pense qu'à ce niveau de la compétition, on doit être prêt pour affronter tout le monde. Si on veut gagner le trophée, il faut affronter tout le monde. Donc la Juve, c'est vrai qu'aurait peut-être préféré jouer face au FC Séville ou face à la Roma. Voilà, mais je pense que les Italiens ont les armes pour jouer contre le Real Madrid. C'est quand même 2 matchs de coupe. Absolument. Donc tout est possible. Je pense. Est-ce que la Juventus peut s'inspirer de ce qu'elle a fait face à Tottenham
lors des huitièmes de finale retour. Oui, on sait que les Italiens savent subir. Ce sont des gens qui aiment, qui acceptent souffrir pour à la fin peut-être gagner. C'est ce qui va se passer face au Real Madrid parce que je pense que le Real Madrid est dans une très bonne dynamique, donc pourrait prendre la direction de ces deux matchs, mais la Juve peut quand même tactiquement tenir tête au Real. Et puis on sait que ce sont des matchs qui vont se jouer en aller-retour. Il y a tout ce qui suit, les buts marqués à l'extérieur et autres. Donc je pense que la Juve a ses armes. Encore une fois, on va le dire, c'est une très belle défense. C'est la meilleure défense de la Serie A italienne sur les 10 dernières journées. La Juve n'a encaissé aucun but. Bon, ça c'est en Serie A. Oui, en Serie A, mais c'est une défense quand même face à Cristiano Ronaldo, à Lucas Vazquez, à Marco Asensio, ça peut également flancher. Hein. Oui, et comme on le dit, c'est vrai qu'en face, on a de très bons attaquants, mais tactiquement, les Italiens peuvent résister. Et on va s'intéresser à deux autres quarts de finale. Le FC Barcelone face à l'AS Roma, Fifi. C'est le match le plus déséquilibré, moi je dis, de ces quarts de finale. Pour moi, ce que Barça fait depuis le début du championnat, depuis le début de la Ligue des Champions, ce que le Barça a encore fait face à Chelsea, montre clairement que les ambitions du club aujourd'hui, et c'est pas l'AS Roma qui viendra pour moi arrêter le Barça dans son élan. Moi, je me dis que le Barça est favori dans cette rencontre. C'est vrai que ce sera un match de coupe et les matchs de coupe souvent réservent des surprises. Oui. Et l'AS Roma aussi est capable de déranger cette équipe, même moi jusqu'au-delà éliminer le Barça. Moi, vous ne le voyez pas ici. Je ne vois pas ici. Franck, Barça, Roma, ça le fait déjà? Oui, je pense que c'est... Vous qui êtes assez souvent prudent. Hein. C'est carrément déséquilibré. Ah oui. D'accord, sur le papier, ça, on ne peut rien dire. Maintenant, sur deux matchs, la surprise peut venir. Peut venir, oui. Souvenez-vous, l'année dernière, le Barça a été renvoyé par un club italien. Absolument. Les Italiens, pour ces genres de situations, sont souvent très sérieux et acceptent quand même la souffrance, comme Aïe vient de le dire, et sur un coup de dé, peuvent marquer un but pour éliminer le Barça. Tout est possible. Maintenant, lorsqu'on voit le parcours du Barça en championnat sur ces derniers matchs, je pense que ça va être très compliqué pour la Roma de pouvoir s'imposer devant cette équipe barcelonaise qui joue pas comme les saisons dernières, mais qui est très efficace maintenant. Donc je pense vraiment que le Barça a ses chances. Le Barça a ce match en mai maintenant. Tout peut arriver. Vous voulez ajouter quelque chose? 30 secondes et puis on passe à l'autre affiche. La Roma, contrairement à la Juve, est plus à l'aise quand elle possède le ballon. Mais ce qui sera forcément difficile à faire face au FC Barcelone, parce que c'est un bloc qui se déséquilibre très vite. Donc face au FC Barcelone, est-ce que la Roma peut arriver à conserver la direction du jeu, la possession du ballon pour être à l'aise dans le jeu? Ça va être difficile. Donc je crois que la Roma aura beaucoup de soucis face au FC Barcelone, surtout que c'est une défense qui ne rassure pas du tout. Je pense que c'est très déséquilibré. Je ne vois pas vraiment la Roma passer. C'est quand même un satisfait pour la Serie A italienne d'avoir deux représentants à l'étape de cette compétition-là, la Juve et l'AS Roma. On va s'intéresser à l'affiche également à l'allure de match de Première Ligue anglaise. Ouais. Liverpool face à Manchester City. Ce sont deux équipes qui marquent énormément de buts dans leur championnat. Voilà, pour moi, c'est clairement l'affiche la plus intéressante, hein, puisque dans les autres matchs, on semble à peu près déjà connaître ceux qui vont passer. Il faut se rappeler que Liverpool a déjà damé le pion à cette équipe de City. Oui, 4-3 en championnat. En championnat, d'où un match très ouvert. Après avoir pris un 5-0 entre les deux équipes. Mais c'est quand même, pour moi, malgré la suprématie de Pep Guardiola dans le championnat, ça ne donne pas une garantie que ce match va tout de suite être gagné par cette équipe de City. Il faut se dire que City également doit s'attendre à ne pas commettre une erreur, la même erreur qu'elle a commise l'année passée. Souvenez-vous, c'était face à Monaco, où City a ouvert le jeu et finalement s'est fait prendre par son propre piège, hein, puisque City est une équipe joueuse, mais justement Monaco également a joué, cette équipe ne s'est pas blindée derrière, d'où le mérite quelquefois. Est-ce que Liverpool peut le faire?
Liverpool, oui, Liverpool peut le faire. C'est une équipe clairement portée vers l'avant. Mais la défense aussi est friable. Elle est fiable. Et je pense aussi c'est là un peu l'équilibre entre ces deux équipes. Les mêmes performances et également les mêmes défauts, on va dire les mêmes insuffisances. Fifi, votre avis sur cette affiche-là? Liverpool peut le faire, mais... C'est un duel de buteurs aussi. Mohamed Salah face à Kun Aguero. Kun Aguero, il y a Jésus également là-bas. Ils sont nombreux là-bas. Il y a Mané également ici. Je crois que l'attaque va parler des deux côtés. Mais maintenant, pour moi, Liverpool peut le faire, mais je dis Manchester est quand même favori dans cette double confrontation aussi. Parce que si ce qui s'est passé en championnat se répète, c'est Manchester qui passe, c'est Manchester City qui passe. Donc, pour moi, ce sera un match intéressant à regarder. Comme l'a dit tout à l'heure Arbel, ce sera l'affiche la plus intéressante de ces quarts de finale, mais je pense que Manchester City est un tout petit peu en avance. Franck Nouniama, on parlait de quand même l'embellie peut-être du foot anglais en mettant 5 clubs au niveau des huitièmes de finale. Juste après, c'est l'hécatombe, 2 seulement. C'est-à-dire qu'au moins un sera en demi-finale. Un sera en demi-finale. C'est quand même un regret pour l'Angleterre qui pouvait placer 3 au moins en quart de finale, et ça pourrait donner, on va dire, beaucoup d'ambition. Maintenant, ils sont 2 et les 2 se retrouvent malheureusement. Ça veut dire qu'au moins un sera en demi-finale. Ça a un parfum de la première ligue anglaise. Et à partir de ce moment-là, rien n'est à écarter. Oui. C'est du 50-50 pour moi à ce niveau de la compétition, parce que lorsque vous prenez le championnat, ça fait une victoire pour Manchester City, une victoire pour Liverpool. Aujourd'hui, je pense que sur ce match, Jürgen Klopp peut vouloir tenter quelque chose, mais le problème pour Liverpool, c'est une équipe qui marque, mais derrière, souvent, c'est un couteau dans du beurre. Ça rentre facilement. C'est le problème de cette équipe. Lorsqu'on se souvient de ce match en championnat où il menait 4-0, 4-1 même, et après, il y avait 4-3. S'il y avait encore un peu de temps, je crois que City aurait pu égaliser. De l'autre côté également, ça flambe, ça marque, ça joue bien, mais parfois également, on s'oublie un tout petit peu. On va trop vers l'avant et on oublie la base arrière. Donc, je pense que c'est du 50-50, tout peut arriver. City peut passer, Liverpool peut passer. Votre mot, et puis on boucle la boucle. Mon pari, c'est qu'on n'aura pas de 0-0 dans ce match, ce qui est sûr. Donc, on aura du football qui va gagner, ce serait difficile à dire, mais on aura du beau football, un football porté vers l'offensif. Voilà qui est dit sur les quarts de finale de la Ligue européenne des champions. Déjà le 3 avril, on aura Séville qui sera face au Bayern Munich, ce sera au Sanchez-Pizjuán. Et puis le Real reçoit la Juventus au Santiago Bernabéu le 4 avril. Duel intéressant entre le FC Barcelone et l'AS Roma. Et puis ce fumant et explosif match entre Liverpool et Manchester City, ce serait du côté d'Anfield Road. Les matchs retour ont lieu les 10 et 11 du mois d'avril. On va remonter le générique plateau foot et juste derrière, on annonce les quarts de finale de la Ligue Europa. Et nous enchaînons avec les quarts de finale également de la Ligue Europa, dont le tirage au sort a eu lieu à Nyon, toujours en Suisse, le 5 avril prochain. Leipzig face à l'Olympique de Marseille, Arsenal CSKA Moscou, le Sporting Lisbonne va se frotter à l'Atlético Madrid. Et puis un match aussi ouvert entre la Lazio Roma et le Red Bull Salzbourg. Fifi, quel match vous intéresse dans ces 4 quarts de finale? Il y a le match de Marseille et puis face à Leipzig. Et puis le match d'Arsenal. Ah oui, Arsenal face au CSKA Moscou. on se rappelle ce que CSKA Moscou a fait c'est à Lyon. Oui, justement. Il a éliminé Lyon. Oui. Ce sera un match intéressant parce que Arsenal aussi veut passer par la Ligue Europa pour jouer la saison prochaine. Vous les voyez gagner enfin pour passer en Ligue des Champions la saison prochaine? Ce sera compliqué. Moi déjà, même face à CSKA Moscou, ce sera quand même compliqué parce que les Russes jouent quand même bien, il faut le connaître. Même si Arsenal est capable de passer, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile pour les hommes d'Arsène Wenger dans cette rencontre. Donc déjà, ils doivent prendre ce match au sérieux, arriver déjà à damer le pion à CSKA Moscou pour espérer passer par la Ligue Europa pour atteindre la Ligue des Champions la saison prochaine. Maintenant, pour Marseille, moi je dis, les Français disaient que ce n'était pas aussi difficile que ça, Leipzig. Moi je trouve que ce serait déjà le week-end dernier, c'est Leipzig qui Franck va nous en parler tout à l'heure. Va en parler. Et là, avec ce que Marseille, j'ai encore suivi le match de Marseille face à Lyon la dernière fois. On va en parler aussi tout à l'heure. J'ai un tout petit peur pour les Phocéens. Vous avez peur en tant que Parisienne? Bon, dans ce
C'est le seul club aujourd'hui français dans cette... Et puis ce qu'ils font depuis le début de la saison, sans grand moyen, avec un effectif pas trop riche, mais ce qu'ils font jusqu'à maintenant, je trouve que c'est intéressant. Même si je suis parisien, c'est intéressant. Mais maintenant, face à Leipzig, ce sera un autre match et j'ai peur pour les Phocéens. Armel? Oui, le match de Marseille. Oui, voilà, allons-y. C'est une équipe que vous n'aimez pas bien, mais bon, on fait avec. C'est une équipe qui, ma foi, m'impressionne. Hein. Moi, je ne m'attendais pas à ces performances au début d'année. Déjà, c'est une réussite de se retrouver Rudy Garcia fait du bon boulot. Rudy Garcia, oui. Bien sûr, c'est un coach très expérimenté qui connaît très bien ce championnat-là et aussi l'expérience continentale. Je pense sincèrement que Marseille ne pouvait pas rêver pire que cette affiche-là face à Leipzig, une équipe intenable, hein, pratiquement clairement aujourd'hui qui impressionne, même si elle a eu une jeune expérience. Aujourd'hui, Marseille doit prendre ce match très au sérieux s'ils espèrent aller jusqu'au bout de cette compétition. Ezekiel, vous voulez vous mouiller sur une affiche? Oui, pour moi c'est du 50-50. D'accord. Parce que les Marseillais, depuis le début de la Ligue Europa, arrivent quand même à faire le jeu, oui. à faire l'essentiel, je dois dire, surtout tactiquement. Il y a Rudy Garcia. C'est pas un jeu flamboyant, mais on est réaliste. Oui, surtout Rudy Garcia qui arrive par rapport à chaque adversaire à mettre sur pied un dispositif tactique qui permet donc aux Marseillais d'être à ce niveau de la compétition. Donc je pense que face à Leipzig, qui n'a pas assez d'expérience, c'est jouable pour les Phocéens. On a vu Leipzig déjà en Champions League. Oui. On comptait avec cette équipe, mais à la fin, c'est une équipe qui a été reversée en Ligue Europa. Donc je pense que les Marseillais ont un très bon coup à jouer face aux Allemands. Et votre avis là-dessus, Franck Nouyama? Oui, Leipzig, lorsqu'on voit un peu cette équipe, c'est l'insouciance, c'est la jeunesse, c'est la fougue. Avec un Naby Keita international guinéen. Naby Keita, Timo Werner, qui a d'ailleurs marqué le but de victoire contre le Bayern. C'est une équipe qui est capable du pire et du meilleur. Donc sur ce match, on va dire que Rudy Garcia peut placer un bloc en face et qui peut faire l'affaire parce qu'il en a l'expérience. Marseille, Fifi l'a dit, n'a pas un effectif aussi riche, mais sur l'échiquier continental, sur l'échiquier européen, depuis arrive à faire quelque chose. La preuve, c'est la seule équipe française qui reste en compétition. Lyon s'est fait sortir bizarrement, lamentablement par le CSKA Moscou. Franck, vous imaginez une finale avec l'Olympique de Marseille dans le stade de Lyon? Pourquoi pas, c'est possible. C'est possible. Et là, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Donc, je pense que Marseille a sa chance dans cette confrontation, même si l'entraîneur de Leipzig a déjà averti que c'était un match qu'ils attendaient, qu'ils veulent pour pouvoir continuer la compétition. Il veut dire indirectement qu'ils ont déjà gagné, mais ça va se jouer. Et la surprise de ces quarts de finale, c'est les Autrichiens. Ah oui, Salzbourg, absolument. Personne ne les attendait, donc ils sont arrivés. Et il faut compter peut-être avec cette équipe aussi. Et comme vous le disiez à l'instant, Leipzig est le seul représentant allemand également du côté de cette Ligue Europa, à part l'ogre bavarois. Oui, Dortmund s'est fait éliminer. Malgré l'absence de Michy Batshuayi et tout ça là. Et peut-être maintenant avec Usain Bolt. On le rappelle, hein, les matchs de quart de finale de la Ligue Europa ont lieu le 5 avril prochain et les matchs retour le 12 avril. Fini pour les coupes européennes, nous allons faire le frein et juste derrière, nous entamons les majeurs. English Premier League News. Et nous parlons de la 31e journée de Première Ligue anglaise avec un Liverpool de gala et un Salah exceptionnel. Et comment on peut le comprendre? Mohamed Salah à lui tout seul, on pourra peut-être dire Mohamed Salah 5, Watford 0, parce que l'Égyptien a marqué 4 buts et a délivré une passe décisive. Oui, dans le commentaire, le commentateur anglais a lâché des mots impressionnants, special, beautiful and unstoppable, c'est-à-dire qu'il est spécial. Vous avez un bon feeling anglais, hein? Intéressant. Je n'ai pas souvent raté les cours. Alors, il est beau, ça veut dire qu'il est génial dans tout ce qu'il fait, et puis il est surtout inarrêtable. 4 buts à lui seul. La semaine passée, on se posait la question qu'après la blessure du Prince Harry, qu'est-ce que Mohamed Salah, va nous donner comme réponse? La réponse, c'est 4 buts désormais. Au total, 28 buts pour l'Égyptien
en Première Ligue. C'est tout simplement exceptionnel. Hein. Les statistiques sont affolantes. On aura le temps d'en parler suffisamment. Eh bien, Liverpool s'est imposé face à Watford 5-0. Il faut dire que lors de cette 31e... On va s'arrêter sur quand même cette brillante prestation de Salah, cher spécialiste. Est-ce que vous avez encore des qualificatifs à l'endroit de ce joueur? Non, il est tout simplement impressionnant et inarrêtable, comme le commentateur l'a dit. Oui. Personne n'attendait ce joueur en début de saison à ce niveau. Oui. Mais je ne sais pas d'où l'Égyptien sort, on va dire, cette efficacité et on va dire cette réussite insoupçonnable. Et aujourd'hui, il est en tête des buteurs en Angleterre. C'est tout simplement génial. Salah fait l'honneur à toute l'Afrique en tout cas et à l'Égypte qui va en Coupe du Monde d'ailleurs. Donc je pense tout simplement qu'il va réussir peut-être la même chose en Coupe, même si l'Égypte n'est pas parmi les favoris. Je pense que Salah peut répondre, on va dire, à son statut maintenant. Et c'est tout simplement bien pour lui et voilà, qu'il continue sur, on va dire, cette lancée. Fifi, est-ce que Salah a quelque chose de messiesque? On a vu un dribble sur un joueur qui est tombé tout seul. C'est quand même incroyable. Ce que je voulais dire, quand vous prenez les deux joueurs, je pensais tout à l'heure à ça, je disais, quand vous les prenez, physiquement, ils n'ont pas l'allure des joueurs comme Cristiano Ronaldo, quand vous le voyez, vous voyez son physique. Comme Harry Kane, voilà, mais ils sont là, on peut même pas deviner ce qu'ils peuvent faire, mais ils le font, et c'est tout simplement incroyable ce qu'ils font là. Comme tu viens de le dire, il a quelque chose de Messi, pourquoi pas, on peut le dire qu'il a quelque chose de Messi aujourd'hui, et moi j'aimerais bien le voir bien classé dans le, quand on va parler des nominés pour le Ballon d'Or. J'aimerais bien le voir bien classé, pourquoi pas 3e ou 4e dans ce classement-là, parce que quoi qu'on dise, Messi et Ronaldo seront toujours pour vous, il va finir meilleur buteur de Première Ligue. Hein. Oui, pour moi, maintenant que Kane est blessé, il est là, je crois qu'il va en profiter pour en mettre plein, et à la fin, il va finir meilleur buteur. En tout cas, c'est ce que moi je souhaite, je lui souhaite. Ezekiel? Salah peut être Ballon d'Or. Parce que déjà, il peut terminer meilleur buteur de la Première Ligue. Il est en course pour la Ligue européenne des champions. Et c'est possible que Liverpool gagne. Mais après, il y aura la Coupe du Monde. C'est peut-être sur ce point-là. Il sera également à la Coupe du Monde. Mais peut-être, qui sait, peut-être que... Avec une meilleure prestation. Voilà. Et il peut être également soulier d'or européen, ce qui n'est pas exclu. Donc je pense qu'il a tout maintenant pour être Ballon d'Or. Donc il est sur la bonne voie en tout cas. On ne peut que lui souhaiter ça. Ce qu'il réalise cette saison, c'est tout simplement énorme, effarant. Parce que d'abord, aucun joueur de Liverpool n'a jamais marqué 36 buts lors de sa toute première saison. Seul Torres l'avait fait lors de la saison 2007-2008, mais il n'avait marqué que 33 buts. Donc il a effacé des tablettes Fernando Torres et il est toujours en course. Il va encore marquer des buts, ça, on doit le dire. Donc, il reste encore 8 journées. Oui. Et la dernière fois, je pense que c'est à lui tout seul. C'est à lui tout seul qu'il a gagné ce match. C'est vrai que c'était quand même un récital collectif, mais non seulement il a marqué 4 buts, il était également auteur d'une passe décisive. Donc les 5 buts portent les griffes de Mohamed Salah. C'est énorme tout simplement ce qu'il a fait la dernière fois. Et curieusement, dans ce match, il a eu 4 tirs et 4 buts. C'est quand même incroyable. L'efficacité, même un but, carrément en déséquilibre. On le voyait. Il faut souligner qu'avec Salah aussi, c'est maintenant la présence dans les grands matchs. On a vu face à Tottenham, on a vu aussi face à Manchester City, comme tu le disais, même si face à United, il était un peu esselé. C'est aussi ça la marque des grands joueurs, d'être présent dans les grands rendez-vous. Et puis, Salah commence déjà à être comparé, sinon il est devant face à des légendes comme l'a dit Ezekiel, Fernando Torres et également Luis Suarez. Salah, c'est désormais devant ces deux joueurs, 0,85 buts par match, quand on sait que Torres était 0,64 et Luis Suarez 0,63. C'est dire toute l'ampleur que prend désormais l'Égyptien. Et en Première Ligue, il n'y avait que 4 matchs au programme parce qu'il y avait également des matchs de coupe. On va s'intéresser aux autres résultats, à part le match Liverpool-Watford. Oui, il y a un résultat important pour Everton. C'est la convalescence de Ronny et de ses coéquipiers. 2-1 en déplacement, c'était face à Stoke City. Bournemouth, 2-1 face à West Bromwich Albion. Et puis Huddersfield, excusez-moi, qui continue de couler. Décidément pas la meilleure année pour Steve Mounier. Ils se sont inclinés de surcroît à domicile face à Crystal
Palace. Et on peut avoir un petit classement. Okay. Sachant que les autres n'ont pas joué. Le petit classement nous donne Manchester City toujours, oui, voilà, incontestable leader, 81 points. Oui. On va s'intéresser à la 3e place de Liverpool, puisqu'il faut dire que Tottenham désormais a un match en moins. Si Tottenham gagne, ils vont rattraper les Reds. Eh bien, il faut également s'intéresser à la 8e place de Leicester, puisque Everton a joué. Everton a donc rejoint Leicester. Oui. 40 points pour ces deux équipes. Et également, en bas de tableau, la 18e place de Southampton. Il faut attendre désormais, puisque Southampton n'a pas joué. West Ham également n'a pas joué. Exact. Mais si Southampton jouait et gagnait, Southampton va sortir de la zone rouge. Eh bien, pour Stoke City ou West Bromwich Albion, c'est compliqué. Les dés sont déjà joués. Et on peut rappeler le classement des meilleurs buteurs de Première Ligue. On peut le rappeler. Harry Kane, non, plutôt Mohamed Salah désormais. En 30 matchs, en toute la fierté énorme, pour l'Afrique. Harry Kane, 24 buts en 29 matchs et il est blessé, il faut le souligner. Sergio Aguero, 21 buts en 24 rencontres. Raheem Sterling et Jamie Vardy ferment la marche en respectivement 15 et 14 buts. Et nous rappelons que la prochaine journée, ce ne serait pas ce week-end, parce que trêve internationale oblige les Pays-Bas qui croisent les Three Lions de l'Angleterre. Ouais. C'est tout ce qu'on peut retenir du côté de l'Angleterre? Oui. C'est bon? C'est bon. On peut y aller? On décolle. Mais avant de vous laisser souffler, il semble que Zlatan Ibrahimovic a résilié son contrat avec Manchester United. Bien sûr, la nouvelle elle a été rendue publique hier. Vous êtes surpris? Surpris non. Il est en fin de cycle, clairement. Il va falloir maintenant s'intéresser à la Chine ou peut-être aux États-Unis. Oui, mais Ezekiel, est-ce que la venue de Lukaku a précipité le départ de Zlatan? Oui, c'est clair. Mourinho, son attaquant titulaire aujourd'hui, c'est bien Lukaku. Malheureusement pour Ibrahimovic, il s'est blessé en cours de saison. Et vu son âge, c'est difficile pour lui de retrouver tout de suite toutes les sensations et le rythme. Donc c'est normal que Lukaku lui chipe cette place d'attaquant titulaire. Donc naturellement, en connaissant ce joueur, Ibrahimovic, il ne va pas vouloir être quand même dans l'ombre d'un joueur. Il va partir tout simplement pour se faire une place de titulaire ailleurs. Ah oui. Non, c'est un joueur qui est en phase terminale de sa carrière. Donc, mais est-ce que Mourinho ne pouvait pas le mettre en milieu de terrain? Non, je ne pense pas. Il peut pas tenir. Il s'est blessé comme Ezekiel l'a dit. Un joueur qui n'a pour l'instant pas ses moyens à 100%. Donc, ce serait bien pour lui d'aller dans un championnat exotique, un championnat à sa portée. La Chine ou mais il ira aux États-Unis, la meilleure soccer league de Los Angeles. Voilà, donc pour pouvoir tenter encore quelques coups là-bas, il en a peut-être pour une saison ou deux. Pourquoi pas? Oui, mais tout Zlatan qu'il est, on a vu qu'il a publié une photo de lui avec un bras de fer qu'il faisait avec un diable rouge. On peut comprendre aisément le message. Thank you very much, Mr. Ahmed Waba, mais on va aller de l'autre côté. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Et c'est une affaire toujours de quadruplé. Cette fois-ci, on va s'intéresser, à la star du Real Madrid. Et oui, on en parlait également du côté de la Première Ligue anglaise, ça là en mode quadruplé. Et cette fois-ci, c'est Cristiano Ronaldo également qui marque un quadruplé. Fifi, ça ne vous surprend pas quand même? C'était face à Girona. Oui, ça ne nous surprend pas. Ils ont pris quand même leur revanche. Je crois que le club là les avait battus lors de la phase aller. Et Cristiano Ronaldo qui petitement avait commencé le championnat et qui revient très très fort. Très fort parce que là, je crois qu'il doit être maintenant à 22 buts. Il est à 3 buts de Messi. Exact. De Messi. Et il a promis de terminer Pichichi. Et je crois qu'il est en train est en route. Il est en route, c'est possible encore. Il suffit encore de faire un triplé et des doublés, surtout qu'il marque énormément maintenant. Que Messi ne marque plus comme en début de saison. En tout cas, félicitations à ce joueur. Pour moi, ce que les deux font
pour le football mondial est tout simplement extraordinaire. Extraordinaire, vous le dites si bien. Et quand on voit le score, c'est 6-3 face à cette formation de Gérone. Le Villarreal Football Club qui prend le dessus sur l'Atlético, battu 2-1. C'est une contre-performance des Colchoneros de Celta Vigo et Malaga qui font match nul 0 partout. Et puis, venons-en ce match entre la Real Sociedad et Retafe, où, oui, Diène Dakonam a ouvert son compteur en but, Franck Nounyama, d'une tête rageuse dans les 16 mètres 50. C'est intéressant, c'est pas pour rien qu'on dit que Diène Dakonam devrait être désormais le leader des éperviers. Oui. C'est la star, c'est ce joueur qui fait, on va dire, honneur désormais au football togolais en Espagne. Jouer à Retafe et ce n'est pas donné à tout le monde. J'espère qu'Adebayor ne vous attend pas. Bon, non, Emmanuel Adebayor a eu son temps, a eu son, on va dire, sa période de gloire. Donc, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il faut féliciter ce joueur qui a toute la confiance des dirigeants de Retafe. C'est pourquoi ils l'ont blindé jusqu'en 2023. Et Jane, félicitations en tout cas pour ce but. Et voilà, il n'y a rien à dire. On lui souhaite beaucoup de bonheur et surtout pas de blessures. Surtout le meilleur, comme vous l'avez dit. Et Ezekiel, dans ce match, Retafe était certes mené, une tête qui égalise juste derrière, Retafe qui l'emporte 2-1. Oui, les défenseurs, souvent, pour aider leur club à marquer des buts, c'est sur les coups de pied arrêtés. Ce qu'il a su faire, ce que sait très bien faire le Madrilène. Ramos. Oui. Donc il a permis à son club de revenir au score et derrière de tenir la défense de main de maître et permettre donc à son équipe de ne plus encaisser et de gagner à la fin. Donc je crois que c'est aujourd'hui un pion essentiel dans le dispositif de son club. Donc on ne peut que le féliciter et lui souhaiter plus de chance, qu'il ne se blesse pas et qu'il reste à ce niveau et pourquoi pas la saison prochaine jouer dans un plus grand club, un club UP. Oui, la performance totale, mais je souligne également que maintenant, s'il arrive à marquer des buts qui rendent le match important pour son équipe, c'est bien, parce que là, c'était sur une égalisation, ce qui permet importante, hein. Pardon? Importante. Oui, importante alors. Donc, ça veut dire que le joueur commence à prendre une autre dimension et va même donc forcer le respect de ses coéquipiers qui forcément ne voyaient pas en lui un grand défenseur. Donc, toute la chance pour lui, le meilleur, quoi. Et ce qui est également assez intéressant, on le voit donner de tout son potentiel à chaque match. Il est partout dans l'axe, côté droit, côté gauche, même en attaque. Voilà pourquoi il a eu le loisir de planter ce but-là. Et en équipe nationale, je crois que les confrères ont pratiquement dit par rapport à Ligue 1. En équipe nationale, pour moi, c'est le capitaine naturel maintenant. S'il faut être... franche, pour moi, c'est... Pour la deuxième fois, Adebayor ne nous écoute pas. Non, s'il peut nous écouter, il n'y a pas de problème. Moi, je dis ce que moi, je pense. Et pour moi, aujourd'hui, il est un leader. Oui. Il doit être un leader sur le terrain, dans les vestiaires pour les éperviers. En plus, quand on voit que le temps qu'il lui reste encore avec les éperviers, il est capable d'aller... Grosse marge de progression. Progression avec les éperviers. Les jeunes, c'est quasiment le leader. Moi, je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est un leader. Mais Adebayor est un ancien. Si Adebayor est toujours titulaire dans cette équipe des éperviers, je ne vois pas pourquoi on lui arracherait le brassard pour un autre. Pas lui arracher, même moi je dis Adebayor est en train de partir. Une certaine passation. Oui, aujourd'hui, par exemple, il sera peut-être le capitaine adjoint en attendant le départ d'Adebayor. Pourquoi pas? Parce que ces gens aujourd'hui au FC Barcelone, on prend le... Il y a une hiérarchie. Oui, on prend le brassard d'Iniesta pour le remettre à Messi parce que c'est le leader. Je ne pense pas que ça puisse se faire. Ça pourrait causer quand même du rififi. Et on va s'intéresser à une autre nouvelle du côté de cette formation du Real Madrid. La dernière fois, Florentino Pérez et Cristiano Ronaldo qui ont encore discuté et il semblerait que Zidane, Armel Waba, veut à tout prix Robert Lewandowski du Bayern Munich. En tout cas, pour le joueur lui-même, déjà, c'est une très bonne nouvelle. On sait qu'il affectionne la Casablanca. Oui. Maintenant, Robert Lewandowski pour enfin remplacer ce Benzema-là. Oui, on le sait. Pourquoi pas Gareth Bale?
pour remplacer Gareth Bale. Non, ce ne sont pas les mêmes postes. Je pense que Lewandowski, c'est plus axial, c'est plus un attaquant, excusez-moi, de fixation. Et donc, surtout que l'attaquant qui est là actuellement, il est en disette, hein, il est complètement largué, il ne joue pas véritablement le rôle qu'on lui demande. Je pense que oui, mais est-ce que ce sera vu d'un bon œil de la part de Cristiano? Mais Cristiano reste le patron de cette formation. Il reste le patron, mais... Plus de buts, plus de trophées et plus d'argent. Justement, on ne peut pas mettre deux capitaines dans un même bateau. Lewandowski, même s'il y a la présence de Müller, de Ribéry, c'est lui quand même l'homme providentiel au Bayern. Partout où il est passé, il est souvent le meilleur buteur de cette formation. D'ailleurs, le meilleur buteur actuellement dans le championnat allemand. Ça veut dire que désormais, Cristiano va falloir partager les choses avec lui, notamment les buts. Mais connaissant le Portugais... ce n'est pas forcément une bonne chose. Très près. Mais je crois bien que la présence de Lewandowski n'empêcherait pas Cristiano de marquer but sur but, de continuer de marquer. C'est comme la présence de Suarez aux côtés de Messi. C'est vrai, les deux continuent de marquer, mais aujourd'hui, Messi reste quand même le meilleur buteur de cette équipe. Donc je crois que ce serait un peu pareil. Cristiano va continuer de jouer sur les côtés et peut-être quand Lewandowski va faire des appels pour écarter la défense, Cristiano pourrait toujours en profiter. On espère que les deux ne vont pas quand même... Ce qui est sûr, c'est que cette équipe a besoin d'un attaquant. Aujourd'hui, c'est clair, d'un avant-centre. Donc, que Cristiano ne veut pas, il a besoin d'un autre soutien. Il le sait, il est vieillissant. Et justement, il a donc 3 ans maintenant. Benzema qui ne marque plus, qui est là. Donc, surtout que Lewandowski ne viendra pas tirer les coups francs, donc il n'y aura pas de souci. Ni les pénaltys, donc c'est bon. On va s'intéresser à d'autres scores de la 29e journée de la Liga espagnole. Valence qui domine Alaves 3-1, et puis le Betis Séville qui s'offre le scalp de l'Espagnol Barcelone 3-0. Et au classement, on a le Barça qui est leader incontesté avec 75 points. Deuxième, l'Atlético Madrid avec 64 unités. 60 unités pour le Real Madrid. 59 points pour Valence classé 4e. Villarreal est 5e avec 47 points. Séville est 6e avec 45 unités. Au bas du classement, nous avons Las Palmas, La Corogne et Malaga avec 21, 20 et 14 points. Au niveau du classement de Pichichi, Messi est à 25 buts, Cristiano Ronaldo est à 22 unités et puis Suarez reste à 21 buts. La 30e journée se dispute, voilà quoi. Vous savez déjà qu'il y a une trêve internationale. Ce serait après. Et on va aller de l'autre côté, de l'autre rang. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Et nous parlons de la Bundesliga avec ce coup de tonnerre, avec Leipzig qui fait tomber l'ogre bavarois, Franck. Eh bien, ça a été mal reçu, mal ressenti, mal digéré en Bavière. Leipzig qui vient repousser l'échéance du titre en Bundesliga du côté du Bayern de Munich avec une victoire de 2-1. Naby Keita et Timo Werner ont fait très mal aux hommes de Jupp Heynckes. Sandro Wagner a été le buteur du côté bavarois. C'est un but, comme on vient de le dire, qui repousse l'échéance. Le Bayern espérait une victoire. Conjugué une défaite de Schalke. Voilà, et Schalke aussi a gagné. Justement. Donc je crois que l'écart est désormais réduit et le Bayern, quoi qu'on dise, va être champion, mais tout simplement l'échéance est ça repoussée. C'est clair. Et puis c'est une petite 3e défaite pour le Bayern. Oui, 3 défaites en 27 journées et 3 petits matchs nuls. Je crois que c'est une statistique assez impressionnante. D'autres matchs, Fribourg qui perd devant Stuttgart. La faute au vieux Mario Gomez qui a réalisé un doublé. Et même convoqué en sélection. C'est ce que j'allais dire. Joachim Löw n'a pas tort de le rappeler. Il a réalisé un doublé. Osbourg qui domine, qui a perdu devant Werder Bremen, un but contre 3. Mönchengladbach et Hoffenheim ont fait jeu égal, 3 partout. Un festival de buts. Festival de buts, 6 buts au total. Et puis là également des convoqués en sélection qui ont marqué. Lars Stindl et puis Ginter. Je vois que vous aimez bien. Voilà. Hambourg a perdu à domicile face au Hertha, 2-1. Francfort 3, Mayence 0. Wolfsburg 0, Schalke 1, Dortmund 1, Hanovre 0, malheureusement pour le Togolais qui a perdu sur un super but de Michy Batshuayi. Ça fait 6 buts déjà pour le joueur belge.
Cologne a gagné devant le Bayer Leverkusen 2-0, ce qui a permis, vous allez voir, à Cologne de laisser la dernière place à un autre club. Et voilà donc la situation après cette 27e journée. 26 buts ont été marqués, soit une moyenne de 2,8 buts par match, 8 victoires, dont 3 à l'extérieur, un petit match nul. Et au niveau du classement, on retrouve le Bayern en tête avec 66 points. L'écart est réduit désormais par Schalke qui est deuxième, 49 points. Ça fait 17 points désormais entre les deux clubs. Dortmund s'accroche au troisième, on va dire au troisième rang, 48 points. Francfort 45 points, quatrième. Le Bayer Leverkusen est cinquième avec 44 points. Au bas du tableau, on retrouve Fribourg 30 points, 14e, 15e Wolfsburg 25 points. 16e Mayence, 25 points aussi. Cologne qui a gagné 20 points, 17e. Et puis Hambourg en danger avec 18 points. Au niveau des buteurs, c'est toujours Robert Lewandowski. Il n'a pas marqué, c'est vrai. Mais il reste en tête avec ses 23 buts. Suivi toujours de Pierre-Emerick Aubameyang, 13 buts. Mais désormais menacé par Niels Petersen qui est à 13 buts aussi. Donc peut-être, on peut comprendre. Hein. Voilà, sur les prochaines journées, peut-être. Est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter les 13 buts d'Aubameyang à Petersen? Jamais. Donc c'est la situation. Et au niveau du Bayern, ça se précise pour Robert Lewandowski qui a envie de partir. Je crois que son nouvel agent Zahavi est en train de mener les tractations du côté de la Maison Blanche. On a parlé de 3 ans pour le joueur polonais. Au niveau du Real, je crois que les choses sont en train d'être faites. Zinedine Zidane veut avoir le joueur polonais aux côtés de Cristiano Ronaldo. Et en plus de ça, on fait des yeux doux également à Eden Hazard de Réa. Qui devrait également venir à la Casablanca. Mais pour les deux, ça reste aussi à voir. Mais la piste Harry Kane qu'on veut également n'est pas aussi facile que ça. C'est très compliqué. Maintenant, on connaît Florentino Pérez. Mais on parlait d'Icardi aussi, non? Oui, Icardi aussi a été annoncé entre temps. A été annoncé, mais je crois que tout le monde est annoncé. Lewandowski est en tête. Et on verra bien ce que ça va donner pour la suite. Peut-être on aura encore des Galactiques. Pourquoi pas. Oui, un mot quand même sur le championnat allemand. Avec Hambourg. Hambourg, on sait que c'est l'équipe qui n'a jamais quitté ce championnat-là, mais très mal en point actuellement. C'est très compliqué. 27 matchs, 4 petites victoires et 17 défaites. Il faut peut-être acheter ça là. Il est en train de quitter là. Oui, sur les 3 dernières saisons, Hambourg a toujours galéré. Oui, il fait l'ascenseur. Il y a eu les playoffs. Sauvé par les playoffs. Voilà, et en fin de saison, on reste. Mais je pense que cette saison. Hambourg va partir. L'autre nouvelle. 6 journées de la fin, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Ça, c'est vrai. Et puis, l'autre nouvelle, Franck Nonyama, c'est que la saison prochaine, on aura l'arbitrage vidéo en Bundesliga. En Bundesliga, je crois que c'est bien, mais ça ne résout malheureusement pas tous les problèmes. On a vu dans certains matchs, l'assistance vidéo était là, mais il y a eu des difficultés. Donc, je pense qu'ils ne vont pas connaître les mêmes problèmes qu'on a connu en France, justement, où bien ce système a été pour l'instant annulé. On a annulé le contrat entre la Ligue 1 et la société française qui gérait ça. Donc, je pense vraiment que ça va être au top et qu'il n'y aurait pas de polémique derrière. On attend de voir tout ça et nous précisons également que l'arbitrage vidéo va faire son éruption du côté de la Coupe du Monde en Russie, en juin prochain. On attend de voir tout ça. Comment est-ce qu'on va pouvoir porter la vidéo en Russie pour voir beaucoup de choses. Vous connaissez la Russie? Je suis sûr que vous aimez beaucoup Vladimir Poutine. Je l'adore. Ah bon? Pour son style. C'est ça. Pas pour autre chose. Son style. Vestimentaire. Vous avez intérêt. Fini pour la Bundesliga, donc Schön Frère Nonyama. Et cette fois-ci, on va du côté des Alpes. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Et nous nous intéressons à la Serie A italienne, au campionato, et également dans ce championnat. Il y a eu le virus des 4 buts qui est passé par là. Mauro Icardi aussi l'a fait.
C'est ça? Il y en a eu. Mauro Icardi qui a signé un quadruplé, on va en parler. Ouais. Mais d'abord, l'information, c'est ce match nul de la Juve. Ah oui, c'est puisque incroyable. la Juve a été contrée au partage des Par qui points déjà par Spal. Oh là là. Qui Oh là là. l'eût cru. Oh là là. Voilà, mais à la fin, c'est un 0 but C'est partout. quand même incroyable. Hein. Incroyable, ça fait quand même le 10e match consécutif, comme je l'avais dit, que la Juve garde sa cage inviolée. Oui. La Juve n'encaisse pas, mais dans ce match, malheureusement, la Juve n'a pas pu marquer Mais aussi. comment on peut avoir des joueurs comme Gonzalo Higuaín, comme Dybala, comme tous les autres, les Oui. Steiner et les autres, et Voilà. ne pas marquer Comme quoi il y a des jours sans. Voilà, c'était un jour sans pour la vieille dame. Et le Napoli, justement, a profité du cadeau de la vieille dame, puisque Justement. le Napoli a battu le Genoa 1-0 grâce à un but de Raúl Albiol, C'est quand même l'Espagnol. incroyable. C'est un ancien madrilène, Bien non? sûr, Raúl Albiol qui disputait son 200e match avec le Napoli, tout simplement. Et son premier but. Oui, ça veut dire que il joue pratiquement tous les matchs du Napoli depuis qu'il est arrivé. Donc Oui. c'est son 200e match avec le Napoli, une victoire à l'arrivée, 1-0. Alors derrière, on a également la Lazio Rome qui a battu Bologne, 1-0. Et l'autre club de la capitale italienne, la Roma, qui en déplacement à Crotone s'est imposé 2-0 grâce à El Shaarawy et Ah oui, Nainggolan. il est là, Shaarawy. Oui, Ça fait longtemps qu'on n'a de plus retour. entendu parler de lui. Hein. De retour. Ah Il fait reparler de lui. Voilà. Intéressant. 2-0 donc pour la Roma et l'Inter et qui était également en déplacement sur la pelouse de la Samp. Ah oui. Et Mauro Icardi a tout simplement été impitoyable et il a détruit la Samp puisqu'il a été auteur d'un quadruplé dans ce match contre plus un but de Ivan Perisic et l'Inter qui s'est donc imposé 5-0. Eh oui, 5-0. Mauro Icardi a marqué déjà la 30e minute sur penalty, 31e, 44e et puis 51e. Voilà, c'est un jour béni. Oui, pour auteur de Icardi. 4 buts dans ce match, Mauro Icardi. Et il passe la barre des 100 buts en Serie A italienne. Il est désormais à 103 buts dans le De camp. nationalité argentine. Oui, il est argentin. Et c'est le 6e joueur le plus jeune à atteindre ce total en Serie A italienne. C'est un phénomène. Oui, c'est tout simplement énorme. C'est un joueur qu'on attendait peut-être plus haut parce qu'il était annoncé comme l'un des meilleurs attaquants de l'Argentine. C'est vrai qu'il a bien commencé entre-temps. Mais il ne joue pas avec l'Argentine. Il n'est pas allé fort. Il n'est pas souvent. Il n'est pas souvent convoqué parce qu'il y a un petit souci entre-temps avec, avec Léo Messi. Donc, il n'est pas souvent convoqué. Mais on attend bien le voir quand même à la Coupe du Monde. C'est possible. Messi n'est pas là en ce moment. Est-ce qu'il sera là pour la Coupe du Monde? Là, ça sera compliqué. Oui. Là, la décision va revenir au sélectionneur. Oui, c'est au sélectionneur de faire le dernier Sans choix. C'est vrai qu'il y a sélectionneur. Voilà. Il y a deux sélectionneurs. Voilà, je voudrais rebondir là-dessus. Ce n'est pas du tout que Messi ne l'aime pas sportivement. Mauro Icardi a eu un petit problème avec Messi, lequel Mauro Icardi est sorti avec la femme de Maxi Rodriguez, qui se trouve être un ami très intime de Messi. Donc c'est sur ce point-là que... Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'équipe nationale? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'équipe nationale? Voilà, justement. Messi n'a pas de problème personnel avec Messi derrière nous raconte cette histoire. Alors que je voudrais dire, ce n'est pas sportif. Messi en tant que capitaine dit que ce genre de comportement extra-sportif n'est pas un comportement sain pour un groupe. Voilà. Mais vous savez que ce genre de situation est souvent compliqué à gérer. Bien en sûr, sélection, on se rappelle du cas John Terry et puis Bridge du côté de l'Angleterre. Ezekiel, on est à vous. Donc 5-0 à la fin pour l'Inter. Oui. C'est bien noté. C'est bien voilà. et derrière, il y a un autre score de 5-0. Oui. L'Atalanta qui, toujours en déplacement aussi, a battu le Las Vérone 5-0. Et dans ce match, il n'y a pas eu de quadruplé, mais il y a eu un triplé pour Josip Ilicic. Et puis un but d'André Gomez et un autre de Cristante. Le Milan C qui a rebondi. Le Milan C qui a battu le Chievo Vérone 3-2. Calhanoglu, Cutrone et André Silva sont les buteurs du côté
du Milan AC. Et puis on parlera de la victoire de la Fiorentina sur la pelouse du Torino, 2-1 malgré le but d'Andrea Bellotti, Veretout et puis Terreo ont marqué. Et notons que le centre d'entraînement de la Fio portera désormais le nom de Davide Astori. Et puis la victoire de Cagliari sur le terrain de Benevento, 2-0. La meilleure attaque de la Serie A italienne, la Juve et la Lazio, 67 buts pour ces deux clubs-là. Et puis la meilleure défense reste bien sûr la Juve, qui n'a encaissé que 17 buts en 29 journées. Au classement, la Juve reste en tête avec 75 points, mais voit le Napoli revenir à deux longueurs. 73 donc pour le Napoli, la Roma, les Giallorossi qui totalisent 59 points. L'Inter, 4e, 55 et 54 pour la Lazio qui vient juste derrière. Et puis à la 6e place, on a le Milan AC, 50 points. Pour l'instant, qui n'est pas qualifié pour européenne. Hein. Voilà. Mais à 4 points d'une place européenne. Ça peut le faire? Oui, ça peut le faire puisque le championnat reste encore long, on peut le dire ainsi. Absolument. Et puis le Chievo, premier non relégable. Et dans la zone rouge, on a Crotone, le Hellas et Benevento. Au classement des débuteurs, Tiro Immobile reste en tête avec 24 réalisations. Mauro Icardi, grâce à son quadruplé, revient à deux longueurs, 22 unités pour Mauro Icardi. Et puis Dybala qui complète le podium, mais un peu loin, à 17 buts. Et curieusement, quand on voit le trio des capocannonieri du côté de la Serie A, il y a deux Argentins, Mauro Icardi et puis Paolo Dybala. La prochaine journée, naturellement, ce serait, après la trêve internationale. Donc, la 30e journée. On verra tout ça le vendredi prochain. C'est tout ce qu'on peut noter? Oui, c'est tout ce qu'on peut noter au niveau de la Serie A italienne. Et puis Didier Buffon qui va retrouver la sélection, la squadra, dans un match face à l'Argentine. On va en parler tout à l'heure. Gardez tout ça pour nous. Et cette fois-ci, on va filer de l'autre côté. Monaco, le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. La Gazette réussit le sien, 28e but de la saison, sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Et nous parlons de la Ligue Conforama où le Paris Saint-Germain est tellement confortable dans son fauteuil de leader, mais nous allons nous intéresser à l'Olympico entre Marseille et Lyon. Oui, qui a tourné à l'avantage de Lyon, en déplacement 3-2. Des buts pour Marseille de Rolando et puis de Mitroglou qui est rentré en jeu, qui a encore marqué aussi. Et puis le but pour Lyon, Rami contre son camp et Aouar et puis Depay, même si Depay qui rentre en jeu et qui donne également la victoire qui donne encore la victoire à Lyon face à Marseille. Et vous avez vu son tatouage? Oui, c'était lui qui était rentré en jeu face au Paris Saint-Germain qui avait donné également la victoire à Lyon face au Paris Saint-Germain. Et le tatouage de Memphis est quand même assez expressif. Derrière? Oui, dans son dos. Je crois que c'est un lion. C'est un lion. Un grand lion, oui. Ah oui. Tout derrière. Et dans ce match-là, vous pensez que les regrets sont du côté de l'Olympique de Marseille? Oui, dans cette rencontre, on pense que l'Olympique de Marseille a quand même mené au score. Et après, on a vu Marseille qui a laissé complètement le jeu à ses adversaires qui en ont profité pour revenir. Et puis, c'est toujours le troisième but qui me fait extrêmement mal pour Marseille. C'est pratiquement dans les arrêts de jeu. Et, je crois qu'on pouvait éviter. Maintenant, il y a un problème. Il y avait eu un hors-jeu sifflé sur Mitroglou, alors qu'ils étaient à 2 buts partout. Et après, c'était vraiment limite. On pouvait ne pas siffler ce hors-jeu-là. Et derrière, Marseille qui encaisse ce troisième but, c'est difficile. Et Lyon qui revient très très fort parce que Lyon surtout pour cette troisième place. Pour cette troisième place, pour le barrage de la Ligue des Champions. Maintenant, je crois que Lyon est à 2 points à un point de Marseille. Maintenant, on verra tout ça. Armel, votre avis sur cet Olympico, encore une fois perdu par les Phocéens? Oui, les Phocéens qui visiblement n'apprennent pas de leurs erreurs. Il faut dire que cette équipe, certes, elle nous impressionne offensivement, mais elle a un gros problème défensif avec un Rolando que moi je n'ai jamais trouvé grand défenseur, comme on nous le crie. D'ailleurs, je ne comprends pas son retour en sélection. C'est dire aussi que le Portugal galère. Mais il est perfectible, non? Il est surtout prévisible. Et ça, pour un défenseur, ce n'est pas du tout bien. Regardez comment il perd si facilement ce ballon qui va amener l'égalisation
C'est Rami contre son camp. Non, l'égalisation, il perd le ballon et derrière c'est une égalisation. Oui. Même s'il a le mérite dans ce match d'avoir marqué un but, je pense que défensivement avec Rami, avec Rolando, il va falloir revoir une charnière qui forcément... Sont-ils trop lourds en défense? Trop lourd, trop lourd. Qui en temps était revenu mais qui est encore, laissé sur le banc. Est-ce qu'il était revenu face au Paris Saint-Germain? Je crois. Il a joué contre le Paris Saint-Germain. Comme l'a dit Amel, moi-même je trouve Rolando des fois, franchement... Il n'a pas le niveau de la Ligue 1. J'ai l'impression qu'il n'a pas le... Parce que depuis le début de la saison, il ne fait pas du bien, mais il est quand même en équipe de... Oui, bien sûr. Du Portugal. Oui, il est convoqué en équipe. Moi, il m'a jamais pas à mon avis qu'il est bien pour être au Portugal. On sait que le Portugal aussi a des problèmes. Pépé même qui est finissant. Carvalho qu'on n'a jamais remplacé. Donc, c'est la revanche. Et on va s'intéresser à la belle victoire également de Saint-Etienne, qui s'impose. On dirait que les Verts sont en train de revenir 2-0 face à Guingamp. Oui, qui s'impose face à Guingamp. Les Verts qui reviennent. Ils ont eu une première partie de saison très compliquée, mais depuis ils ont quand même fait quelques recrutements pour la seconde partie. Ils sont actuels 9e du classement. 9e du classement. Je crois qu'ils sont pratiquement maintenus maintenant et la saison prochaine, ils vont aller chercher peut-être pourquoi pas une place européenne. Et on va s'intéresser au match Nice-Paris Saint-Germain. Un match qui était difficile pour le Paris Saint-Germain. Nice qui a mené au score grâce à Maximilien, un jeune follet là qui a une pointe de vitesse quand même extraordinaire et qui a marqué le premier but. Le Paris Saint-Germain est revenu dans la partie grâce à son homme fort de l'année 2018, Di Maria. Et ensuite, vers la fin de la partie, grâce à Dani Alves qui signe son premier but. Comme Raoul Albiol du côté de Napoli. En Ligue 1, mais moi je me dis que sur cette rencontre, Nice pour... avec les arguments. Oui, avec les arguments. Un match nul ne serait pas volé pour Nice, mais bon, au finish, Paris Saint-Germain remporte encore. Tout le monde sait comment ça commence. Quand le Paris Saint-Germain est mené, on sait qu'à la fin, ce sont les Franciliens qui s'imposent. Qui s'imposent et ils ont encore gagné un déplacement cette fois-ci, 2-1. Un match qui était vraiment heurté, un match vraiment heurté avec beaucoup plus de contestation, avec Balotelli. Balotelli qui n'a pas lâché Balotelli jusqu'à la fin de la rencontre. Des nouvelles de Metz, de Mathieu Dosevi? Un but partout entre Metz et Nantes à domicile. Je crois que c'est fini. Maintenant, Nantes et Metz. C'est acté. Pour moi, la deuxième division. C'est acté. C'est vrai, mathématiquement, ce n'est pas encore acté parce qu'il y a 7 points de. Il y a 8 points de différence entre le premier relégable. Le premier relégable ou bien le club qui va jouer les barrages et Metz. Metz. Quand on voit Metz jouer, on se dit que c'est fini. Metz ne pourra plus revenir et Metz peut commencer à penser à la Ligue 2. Et le club de Serge Gakpé, Amiens qui fait également un match nul, un but partout face à 3. On va parler également des autres matchs. C'est quand même l'Est Monaco qui domine Lille 2-0. Naturellement. Et ça ne va pas également du côté de Lille depuis. C'est compliqué. Et c'est compliqué avec encore des problèmes. Et les décisions sont tombées la dernière fois avec la Ligue. Les décisions sont données. On a parlé le vendredi dernier. Je crois qu'ils vont jouer plusieurs matchs à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Et c'est ce qui va se faire. C'est mieux pour leur sécurité. Mais ça ne fait pas du bien au club. C'est un gros manque à gagner. Un gros manque à gagner, ça ne fait pas du bien au club. Et à Monaco, actuellement, Ronny Lopez, le Portugais, qui est très très en forme et qui marque beaucoup de buts. Va-t-il partir en fin de saison? Parce qu'il semble encore que du côté de Monaco... on connaît Monaco et c'est souvent ce qui arrive du côté de Monaco. C'est comme en temps 2. On produit les joueurs. C'est un centre de formation. On recommence. On revient à 0. C'est incroyable. C'est ça. Et puis, il y a Jovetic, également l'ancien joueur de la Fiorentina, de ce côté également, qui fait du bien également à l'Est. Ah oui, ça c'est vrai, il fait du bien à cette formation monégasque. Et au classement, on va aller rapidement avec quelques d'autres résultats. Bordeaux qui perd à domicile face à Rennes, 0 but à 2. Sabri Lamouchi qui fait du bien depuis son arrivée à Rennes. Et Rennes qui prend maintenant la 5e place du club. Ils peuvent jouer l'Europe. Ils peuvent jouer l'Europe. Ils y pensent même. Tout à fait. Angers qui domine 3-0. Montpellier, Dijon qui font match nul 2 buts partout. Toulouse, Strasbourg également à 2 buts partout. Et voilà, je crois qu'on a déjà parlé des autres matchs. Et il faut rappeler qu'à la fin du match, Marseille
Lyon, il y a eu des échauffourées. Et il y a eu une bagarre générale. Encore un maillot qui a été présenté. C'est Marcelo. Mais déjà sur le terrain, à la fin de la rencontre, on a vu qu'il y a déjà eu un petit problème entre Rami et, je crois, Marcelo. Marcelo, justement. On a vu Rami bousculer Marcelo. Bousculer Marcelo, et c'est lui qui présente également le maillot. Ça, on n'aime pas ça du côté de droit. Même quand Paris arrive maintenant là-bas, c'est joué parti. Hein. Il ne faut pas chercher de problème là-bas. D'accord. Et au classement? Au classement, le Paris Saint-Germain est toujours en tête avec un match de plus, puisque le Paris Saint-Germain a déjà joué sa 31e journée. Justement. Et le Paris Saint-Germain a 83 points. Deuxième, Monaco avec 66 points. Et Marseille est troisième, hein, 59 points, désormais talonné par Lyon, 57 points, quatrième. Rennes est cinquième avec 45 points. Et en bas du classement, on retrouve 3 à 29 points, 18e. Lille, 19e avec 28 points, et Metz, bon dernier, avec 21 points. Au niveau des buteurs, oui. Cavani est toujours en tête avec 24 points, Neymar 19 points, Falcao 17 points. Thomas, c'est mieux vraiment. Cavani 24 points et 24 buts. Neymar 19 buts. Oui. Falcao 17 buts et 3e. Thauvin 16 buts et 4e. Et puis Mariano Diaz 16 buts également 5e. Et des nouvelles de Neymar qui va de mieux en mieux. Hein, oui, qui s'amuse beaucoup la dernière fois. On le voit pratiquement sur tous les réseaux sociaux. Il est en vacances. Il est en vacances. Pour lui, il est en vacances. Et avec son pied, il était quand même en bas de nuit pour l'anniversaire de sa sœur. Une question. Si jamais le Paris Saint-Germain n'était pas leader, est-ce qu'on pourrait voir quand même ce genre d'image? Bon, on a placé Neymar au-dessus du club, donc ça va de soi. Ah oui, c'est ça, il n'y a rien à dire. Tout ce qu'il fait, le Paris Saint-Germain a besoin de pouvoir communiquer là-dessus. C'est quand même incroyable. Il va en boîte de nuit avec les pieds opérés, ou bien le pied opéré. On le montre à la télé, il donne des bises ou bien il fait des bises à sa fiancée. On est obligé de le montrer. Je ne sais pas trop, Neymar est devenu, on va dire, une institution. Mais le club PSG même est là. En tout cas, voilà, Arrigo Sacchi l'a dit, que pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'est pas une institution. Ah oui. Et surtout quand Nasser lui rend visite, on profite pour visiter son centre d'orphelinat. Bon, ça on peut quand même le comprendre. Mais si c'était Kurzawa qui était blessé. Bon, ça c'est et puis qui s'est déplacé jusqu'au Brésil pour lui rendre visite. Voilà. C'est ça, je crois qu'Amel a dit quelque chose d'essentiel. Moi-même, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Oui, c'est humain, ça on peut le dire. C'est bon, humain. J'espère qu'on va le faire. Bon, c'était pour la cause des enfants. C'est une visite diplomatique. C'est pour la cause des enfants. Mais quel entraîneur veux-tu pour la saison? Voilà. Mais c'est ça, malheureusement. Dans aucun club au monde, on ne peut voir les femmes des joueurs se mêler à la vie des joueurs. Vous avez vu la femme de Thiago Silva, Di Maria a parlé, mais on n'a rien dit. Ah oui. Et puis il paraît que Neymar proposerait comment l'autre, l'ancien entraîneur de Barça pour le Enrique. Luis Enrique. Au Paris Saint-Germain. Oui, il paraît que c'est lui. Nous rappelons que Enrique pour l'instant est en année sabbatique. Il peut quand même. En tout cas, il ne souffre pas, il a l'argent. Peut-être prochaine. On attend de voir tout ça. Même annoncé du côté de Chelsea aussi. Justement. On attend de voir tout ça. Merci beaucoup, Fifi. Et on va dire que la prochaine journée, également, ce serait après la trêve internationale. Mais ce sera la 31e journée. Justement, comme on dit, la Ligue 1 arrive peu à peu vers sa fin. De toute façon, Paris Saint-Germain, notez-le, est déjà champion de France. Pourquoi Paris Saint-Germain n'est pas encore champion? D'accord. Okay. Sera peut-être champion. Il le sera. Non. Bon, si tu veux qu'on utilise, sera certainement champion. Voilà qui est dit concernant les majeurs. Et cette fois-ci, on va faire un tour du côté des auditeurs. Question des auditeurs. Question de l'auditeur. Plateau Foot Europe. Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Elle est d'Armel, non pas de Meïté, qui pose la question. Cette question est pour Franck Nouyama. Et il veut savoir pourquoi dans le championnat allemand, sur le dossard des joueurs, le nom du club vient avant celui du joueur. Il y a une explication simple. Allez-y. Parce que le club est au-dessus du joueur, c'est tout. Ah, vous avez... C'est tout. C'est l'explication, elle est simple. Elle est très très là-bas en Allemagne. Parce que pour eux, lorsqu'on met le nom du joueur en haut du maillot, ça veut dire que quelque part le joueur, je ne sais pas, surplombe ou bien au-dessus du club. Pour éviter ça, on met le nom du club derrière en haut du maillot et le nom en bas. Le nom en bas. Pour dire que une particularité. Le club est au-dessus
de n'importe quel joueur. Non, mais c'est intéressant ça. Vous le dites si bien parce que c'est vrai que quand on voit en Bundesliga, on voit souvent le nom du club et juste derrière, juste après, c'est le dossard et tout en bas. Et pour tous les clubs, c'est comme ça. Oui, pour tous les clubs. Pratiquement. Et rappelons qu'en Bundesliga, c'est 51% de part d'action pour les autochtones et peut-être 49% pour les étrangers. En tout cas, le Paris Saint-Germain ne sera pas en Bundesliga, c'est sûr. Quel est le rapport? Puisque les joueurs sont au-dessus de l'institution. Alors, cette fois-ci, nous allons nous intéresser à notre thème sportif qui parle de l'extérieur du pied. On va s'intéresser à ce terme sportif avec vous, le professeur Ezekiel Ayataï. Oui, on parle de l'extérieur du pied ou la frappe de l'extérieur. C'est avant tout un geste technique qui consiste à tirer en utilisant l'arête externe du pied, soit les 4e et 5e métatarsiens, ainsi que les phalanges. Donc c'est un tir qui donne un effet latéral au ballon. C'est sans doute le tir le plus difficile à réaliser et aussi le plus approximatif. Faut pas l'oublier. Et peu de joueurs le maîtrisent et le réalisent. Mais même si le portugais Quaresma en a fait sa spécialité. Exactement. Et puis on dira tout simplement que l'extérieur du pied le plus marquant de l'histoire reste toutefois celui effectué par Roberto Carlos en 1997 contre la France. C'était un match amical. Match amical, non? Match amical. Oui. Brésil-France. Barthez n'a vu que du feu. Il était là, pantois, il regardait le ballon. Le ballon qui était parti comme si ça sortait et est revenu peu à peu jusqu'à trouver la lucarne. Il avait moins d'une seconde pour réagir. S'il voulait toucher le ballon, il avait moins d'une seconde. Et on invite les auditeurs à aller sur la page YouTube voir ça. Oui. En Ligue des Champions. De l'extérieur du pied? Non, c'était une reprise de volée face au Bayern. Le spécialiste c'est Modric actuellement. Luka Modric. Dans toutes les positions, il fait les extérieurs. Oui, mais Quaresma, c'est le patron de l'extérieur du pied, puisque lui, sur toutes les passes... Depuis son début de carrière. Oui, il joue même les corners avec l'extérieur du pied, donc c'est sa spécialité. Même si le but le plus marquant a été marqué par une autre personne. Mais on se rappelle la dernière fois en championnat, il a encore marqué un super but de l'extérieur du pied. Et rappelons-nous tout simplement, si vous ratez jamais un extérieur du pied, c'est quand même assez cocasse comme image. Même de tirer les pénaltys avec l'extérieur du pied, donc c'est sa spécialité. Bien, c'est bien noté. Merci beaucoup, professeur Ezekiel, pour le thème sportif. Pour les touches, on peut avoir les extérieurs des mains. Imaginez. Et on va s'intéresser aux matchs amicaux des pays représentant les majeurs dans cette émission. Franck Lunyama, il y a un intéressant Allemagne-Espagne, on peut dire un remake de la finale de l'Euro 2008, demi-finale du Mondial 2010. Oui, c'est toujours intéressant entre les deux sélections. Lorsque l'Allemagne et l'Espagne jouent un match, c'est toujours indécis, c'est toujours bien à voir, mais souvent l'Espagne arrive à avoir le déçu. L'Allemagne avait gagné dans le temps aussi, mais sur ces dernières confrontations, je crois que l'Espagne a eu le déçu. Mais c'est le choc aussi des champions, des deux derniers champions du monde. Vraiment, donc je pense que c'est un match intéressant et les deux entraîneurs, Lopetegui et puis Joachim Löw, vont essayer des joueurs certainement. Et voilà, on attend que ça commence. Armel, Allemagne, Espagne, c'est également le travail à la base, la confirmation du travail à la base au niveau du football européen. Oui, bien sûr. Ce sont les deux meilleurs exemples. On a surtout vu avec l'Allemagne en Coupe des Confédérations où l'équipe a été totalement rajeunie. D'où ma préoccupation. Est-ce que c'est la même équipe que Joachim Löw va il a convoqué par exemple Mario Gomez. Voilà, ça veut dire que pour le mondial, il y aura les anciens, les tauliers qui seront là. Maintenant, pour l'Espagne, c'est aussi histoire de se redonner du prestige
internationalement. Après l'époque 2010 où l'Aurora était tout simplement au trône. Intouchable, voilà. On sait qu'entre-temps, l'Aurora est perdue avec le mondial d'ailleurs où elle est sortie au premier tour. Donc voilà, c'est pratiquement des fortunes diverses pour les deux équipes. On va s'intéresser également à ce match entre l'Argentine et l'Italie. Gigi Buffon qui fait l'éloge de Messi. Oui, Didier Buffon qui sort de sa retraite, qui revient donc et qui sera... Oui. Bon, c'était juste une petite... Finalement, oui, il fait l'éloge de Messi. Il n'est pas le seul d'ailleurs, ils sont nombreux à reconnaître que Messi est peut-être le meilleur joueur du monde. Donc, peut-être qu'il est en train de l'amadouer pour ne pas encaisser des buts, pourquoi pas. Mais généralement, Buffon, c'est quelqu'un de très galant. Oui, il est humble. Voilà. L'Argentine face à l'Italie, on sait que l'Argentine est qualifiée pour la Coupe du Monde, mais pas l'Italie. Mais c'est un match à enjeu pour l'Italie, puisque son coach Didi Di Biagio, qui est annoncé comme un coach intérimaire, il semble compter, il va revenir. Voilà, mais il a ces 2 matchs pour peut-être continuer avec la Nationale A. Donc pourquoi pas gagner, puisque derrière il y aura un autre match face à l'Angleterre. Donc ce sont ces 2 matchs qui vont décider s'il va continuer ou rester. Et puis on notera également que pour ce match, l'élimination face à la Suède a laissé des traces, puisque Ciro Immobile qui veut changer de numéro. Il veut porter le numéro 17 comme il le porte en club. On sait qu'en équipe nationale, il portait le numéro 11. Donc, il se dit que c'est ce numéro qui ne lui a pas porté bonheur. Il n'a pas pu marquer contre... Superstition. Voilà. Et là, il veut prendre le 17 qui est normalement porté par Eder et on ne lui a accordé. Non, c'est clair. Et puis, rappelons que Ciro Immobile est aujourd'hui, alors nous parlons le meilleur buteur de la Serie A italienne et la Nationale en a très très besoin. On va s'intéresser à cette explication également entre le Portugal de Cristiano Ronaldo Fifi face à l'Égypte de Mohamed Salah. Un match intéressant, 2 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde et qui ne sont forcément pas favoris de la Coupe du Monde, mais qui ont quand même deux grands attaquants en leur sein. Salah d'un côté et Cristiano Ronaldo de l'autre côté. Et moi, je dis que ce sera un match plaisant, intéressant. Il y aura du jeu. Et c'est plus pour préparer l'échéance, la Coupe du Monde. Et pour l'Égypte, moi, je me dis, c'est déjà se mettre en confiance avec ces matchs amicaux avant même le début du tournoi. Et surtout pour le Portugal, de se frotter à une équipe africaine, quand on sait que le Portugal est en groupe avec le Maroc d'Hervé Renard, ce sont les mêmes styles maghrébiens, donc voilà quoi. Et l'autre match également intéressant, c'est Pays-Bas face à l'Angleterre. Intéressant, moi je trouve pas. Les Pays-Bas ne sont pas en Coupe du Monde, nous rappelons. Donc, mais moi, ça reste un match de prestige vu le passé de ces 2 nations, vu l'histoire de ces 2 nations. Le passé pour la Hollande, c'est les finales perdues. Oui, mais une équipe qui arrive quand même à jouer 3 finales de Coupe du Monde, ça veut dire que c'est une grande nation de football, même si les Pays-Bas n'ont jamais réussi à gagner la Coupe du Monde. Ça fait quelques années qu'on ne sent plus les Pays-Bas ont joué la finale de la Coupe du Monde en 2010. En 2010 face à l'Espagne. Même si l'Euro qui a suivi, même au Mondial 2014, je pense qu'ils étaient demi-finalistes. Ils étaient avant d'être éliminés et ils étaient même 3e de la compétition. En 2014. Oui, au Brésil. Oui. Les Pays-Bas étaient 3e de la compétition. Ahmed fait l'étonner. C'était pas en 2010? Non. En 2010, ils étaient en finale. Et en 2014, ils étaient en demi-finale, éliminés. Ils ont fini 3e de la compétition. Ils ont éliminé le Brésil. Non, pas le Brésil. En 2010, ils ont éliminé le Brésil. Enfin. Vous vous rappelez quand même? Moi, je me rappelle. Bon, les archives sont là. Allez fouiller. Donc, je pense que ça va être... Si Franck reconnaît, c'est non, oui, ça, c'est notre bibliothèque. On va s'intéresser à ce match entre la France et la Colombie. Franck Dougnama, la France sans Paul Pogba. Oui, c'est la résultante de la situation qu'il vit actuellement à Manchester United, avec les tensions, pas de compréhension entre lui et José Mourinho. Et puis il y a un joueur, j'oublie le nom, qui fait bien le boulot actuellement.
Donc Paul Pogba, je crois qu'il reste au-delà de tout un élément clé de la sélection française. Donc juste peut-être il ne va pas commencer le match, mais il peut entrer en cours de jeu. Donc je ne pense pas que ce soit... Avec Ben Yedder. Oui, Pourquoi pas je ne pense pas que ce soit, on va dire, fini pour lui. Oui. On le sait, c'est les éléments sur lesquels Didier Deschamps compte. Giroud, Matuidi, N'Golo Kanté. On connaît ces hommes, Koscielny, Varane et Umtiti et tout. Donc je pense juste que c'est pour par rapport au système mis en place, le 4-4-2, et après Pogba va rentrer, Wissam Ben Yedder, pourquoi pas, et Didier Deschamps qui veut dire forcément aux Arabes que bon, c'est pas que je vous déteste, hein, vous voyez, j'ai pris c'est un message. Oui, c'est ce qu'il veut dire. On sait que pour l'affaire Benzema est politique, toujours, politique, donc il veut se rattraper. On lui a dit de convoquer un joueur pour mettre fin à tout ça, aux suspicions. Et donc Ben Yedder sera à la Coupe du Monde là. Oui, certainement. S'il ne devrait pas aller, je ne crois pas qu'on puisse l'appeler à cet instant. Il fera tout pour qu'il soit dans le groupe, pour avoir, on va dire, je ne sais pas, une certaine crédibilité aux yeux du monde arabe ou bien des joueurs arabes. C'est tout. Oui, mais ça va être juste, je pense, puisqu'il y a d'autres joueurs qui ne sont pas actuellement en sélection, mais blessés, par exemple Coman qui va faire son retour. Donc, c'est vrai, mais le retour, c'est vrai, mais il sera trop juste. Bon, si jamais, on ne sait jamais si Ben Yedder s'exprime comme il le faut dans ce match et arrive peut-être à marquer, il va marquer des points justement, et peut-être il sera à la Coupe du Monde, c'est possible. C'est vrai que ce sont des espoirs qui reviennent, hein, puisqu'il était en équipe nationale espoir avec les Griezmann et autres. Oui, puisqu'il y avait eu une sortie, donc il était sanctionné pour 1 an avec Griezmann. Maintenant, ils reviennent tous, donc je pense que c'est une bonne chose pour la France. Ce sont des joueurs qui se connaissent assez bien. Et on attend mais pour cette équipe de France, j'admire, j'aime bien leur jeunesse, j'aime bien la jeunesse de cette équipe de France. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de talents dans cette équipe. Maintenant, est-ce qu'ils n'auront pas besoin d'expérience également lors de la Coupe du Monde? L'expérience, c'est Giroud. Oui, c'est quand même bizarre. Moi, Giroud, je ne comprends pas pourquoi il est convoqué. Qui pourra... C'est le meilleur attaquant de Deschamps. Griezmann n'était pas au Brésil, non? Il était, oui. Et justement, parlant de Brésil tout à l'heure, on va vous rafraîchir encore la mémoire, M. Armel. Les Pays-Bas y étaient. En demi-finale, ils ont été éliminés par l'Argentine au tir au but. Et lors du match de la 3e place, ils ont corrigé le Brésil 3-0. Ouais. D'accord? C'est bon. Okay. Éliminé en demi-finale par l'Argentine. Ça, je me rappelle. Ok, d'accord. Bien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Nous avons 2 petites minutes pour saluer certains inconditionnels. Fifi Assogavi. Non, moi je salue tout simplement tous ceux qui ont l'habitude de nous écouter. Vous voulez pas faire de jaloux? De nous écouter tous les vendredis matin. D'accord. Armel Waba? Je salue tous ceux qui, comme moi, ont oublié l'élimination de la Hollande. Ezekiel? Je salue particulièrement Keke de Batomé, Manu à côté, Rachid Alassani, Mossi Mocho et Elliot Mablé, tous ceux qui nous suivent du côté de Didjolé, sans oublier l'équipe de Mouzou FC. Bonjour également à Papzini, à qui je dis beaucoup de courage. D'accord. Et puis voilà, Fomé et Boga de Hankope. Oui, je voudrais dire un bonjour spécial à Djenda Konam, qui a ouvert son compteur but là-bas à Retafe. Bonjour à Innocent, le taximan, One Love, le Barcelonais, Léonce Bati. Bonjour à l'honorable Joseph Kofitiko à Koda, à la directrice générale de la maison. Bonjour à Akpene, bonjour à Pascal, Daniel, Kenneth et puis Esther, tous ceux qui nous suivent en tout cas. Nous disons également bonjour à Ortega. Bonjour à Abdelkader, il nous suit. Ah il vous dit même bonjour. Ah bonjour oui, à tous. salut, salam alaikum, Abdelkader. Emmanuel Donko, Bonanini n'est pas du reste. Benoît Noussoukou également. Nous disons bonjour également à John, à Michel Takba, à Joël Aïe, à Evelyne Benyedi, à Rodrigue Amekoudi et toutes les demoiselles qui sont sur la plateforme Fan PFE Sport FM. Et puis, oui, nous disons également bonjour à Elom Adoron qui a assuré la mise en onde de cette la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Bonjour également à Roméo Yetor
que nous retrouvons vendredi prochain. Chers spécialistes, mille merci d'être passés. Le plaisir est partagé. On se dit à très bientôt. Ouais. À bientôt. Et excellent week-end. Exactement. Et bon vendredi à tous sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Ciao, ciao.